Une semaine après la conférence, on fait parvenir un sondage de satisfaction dans lequel on met également les présentations d'aujourd'hui. Donc, inquiétez-vous pas, on va les faire suivre également par courriel à ceux qui se sont inscrits, évidemment pour assister en présentiel ou en virtuel. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez rester informés de tous nos événements à venir. Sur les réseaux sociaux traditionnels, là, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. On est également sur TikTok et bientôt, on va avoir un nouveau site web avec un nouveau look. Donc, également, vous abonner à notre infolette et visiter la mdd.org pour rester à l'affût des événements qui vont suivre très bientôt. D'ailleurs, aujourd'hui, à 17h, on a une conférence sur les matériaux sains. Et la semaine prochaine, 2 événements en soirée. Mercredi, on présente la diffusion du film Une fois que tu sais dans la même salle ici à 18h30. Et jeudi, on reçoit à nouveau l'atelier sur la fresque de la biodiversité dans l'Atrium Hydro-Québec à 18h. Donc, un atelier super intéressant à participer si ça vous tente. Tous les événements sont gratuits grâce à notre partenaire principal de la programmation Hydro-Québec. Et je voudrais remercier les collaborateurs d'aujourd'hui qui sont avec nous, Ouranos, Chemin de transition et la Ville de Montréal. On a des formidables invités. Vous n'êtes pas ici pour venir m'écouter parler. Donc, je vais céder la parole à Mélanie McDonald, qui est directrice exécutive de Chemin de transition, qui est la modératrice de la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui en présence ou en virtuel, c'est qu'on partage tous le constat commun que face à l'ampleur des bouleversements écologiques, ça fait aucun doute, hein, il va falloir qu'on s'adapte aux conséquences des changements climatiques notamment. On le sait bien, ces impacts-là des changements climatiques, ils vont différer beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment à l'échelle de Montréal, qu'est-ce qu'on peut anticiper avec la science climatique? C'est pour ça qu'on trouvait intéressant de commencer notre midi-conférence avec une présentation de Christopher McCrae d'Ouranos, qui va un peu mettre la table pour nous présenter qu'est-ce que Ouranos anticipe comme impact des changements climatiques concrètement ici à Montréal d'ici 2050 et plus notamment. Donc, en s'appuyant sur ces connaissances-là, on va avoir une meilleure idée de qu'est-ce que ça prendrait pour être prête justement, hein, pour s'adapter, à y faire face, pour être plus résilient face à ces conséquences-là. Et la résilience, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est notamment de pouvoir être prête à surmonter des chocs, hein, dans un événement, par exemple, une catastrophe climatique comme on l'a vécu avec le verglas. Est-ce qu'on est chacune bien outillés pour y faire face quand ça arrive? Mais ce n'est pas seulement des événements un peu climatiques extrêmes, ponctuels qu'on s'attend avec les changements climatiques, hein. Il y a aussi une profonde transformation de notre environnement, de nos écosystèmes qui est en cours et qui va avoir toutes sortes d'impacts qui supposent qu'on repense davantage en profondeur notre ville puis notre façon d'y habiter. Donc, être résilient, c'est aussi cette capacité collective-là à prendre la pleine mesure de c'est quoi les nouveaux paramètres qui nous attendent là, d'ici 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui va changer profondément? On sait, par exemple, que nos hivers ne seront plus les mêmes. Comment on pourrait collectivement repenser notamment nos hivers, pour être quand même heureux et avoir accès aux services dont on a besoin pour répondre à nos besoins essentiels. Donc, heureusement, on a plus de savoir, de retour d'expérience que jamais pour avoir des bonnes idées de mesures qu'on pourrait mettre en place concrètement pour être plus résilient face au changement climatique. Donc, suite à la présentation de Christopher McCrae, on aura des exemples concrets de mesures qui pourraient être mises en place à Montréal. On va d'abord avoir Irène Cloutier de la Ville de Montréal qui va pouvoir nous en donner un aperçu de ce que la Ville anticipe de son côté. Puis Barbara Durossel du TIES qui pourra ensuite nous donner peut-être un point de vue un peu plus international sur d'autres choses qui pourraient aussi être pertinentes pour une ville comme Montréal.
Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole en commençant par Christopher McCrae, qui est spécialiste en simulation et analyse climatique chez Uranos, qui est un consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique basé à Montréal. Donc, avant de se joindre à l'équipe d'Uranos en 2021, il a travaillé comme chercheur postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal. Il a complété son doctorat en sciences atmosphériques et océanographiques à l'Université McGill en 2020 et son baccalauréat en sciences atmosphériques à la Northern Vermont University en 2015. Il fera part des projections climatiques 2050, 2075 et 2100 et des impacts du réchauffement sur la région de Montréal. La parole. Merci beaucoup, Mélanie, et merci de l'invitation. Très content d'être là aujourd'hui avec vous. Et merci aussi à mes collègues chez Uranos, notamment Nathalie Blot et Isabelle Charon, qui ont contribué au contenu de la présentation. Donc, comme Mélanie a dit, je vais mettre la table un peu pour les changements à venir, pour ensuite qu'on parle des impacts et des façons de s'adapter. Donc, premièrement, le contexte planétaire. Évidemment, on a des changements locaux, mais qui sont causés par des tendances à l'échelle de la planète. Donc, ici, je présente les températures observées en moyenne sur la planète de 1850 jusqu'en 2022 par rapport à la période pré-industrielle. Donc, c'est des anomalies. Et on voit qu'on a déjà observé un réchauffement planétaire d'environ 1,2 degrés Celsius. On se rappelle que l'accord de Paris fixe nos limites, on peut dire, à 1,5 degrés idéalement, sinon en dessous de 2 degrés. Donc, on s'approche malheureusement de ces limites-là. Le Canada se réchauffe plus vite que le reste de la planète en moyenne. Et ici, on voit aussi une accélération du réchauffement. Donc, les 8 dernières années sont les 8 années les plus chaudes jamais enregistrées. Donc, il y a de la variabilité naturelle qu'on appelle à travers la tendance de réchauffement, mais les 8 dernières années sont les plus chaudes. Donc, la tendance est très lourde. Et pour le futur, on utilise les modèles du climat pour projeter à quoi pourrait ressembler le futur. Donc ici, c'est une figure du dernier rapport du GIEC où on prend en gris à gauche, c'est des modèles, mais tournés sur la période historique, donc le climat passé, suivant les concentrations de gaz à effet de serre, etc., observées. Donc, on utilise plusieurs modèles climatiques pour avoir toute la possibilité, toute l'enveloppe de possibilités. Et on voit qu'on représente très bien, en fait, les observations avec nos modèles. Donc, on voit le réchauffement de 1 degré déjà observé. Et ensuite, on a 5 trajectoires futures potentielles qu'on appelle les SSP ou les trajectoires socio-économiques partagées. Vous êtes peut-être familier avec les RCP, qui sont un peu la dernière génération de scénarios. Et donc, dans le rapport du GIEC, on présente les différentes trajectoires basées sur nos choix sociétaux, nos choix politiques de comment les émissions de gaz à effet de serre pourraient évoluer dans le futur. Et on voit bien que le climat futur dépend en grande partie de nos actions dans le futur. Donc, on a les 5 scénarios ici. Les premières trajectoires sont les scénarios plus optimistes, on peut dire, donc les SSP1, qui sont les seuls qui nous permettent d'atteindre ou de dépasser légèrement les seuils de l'accord de Paris. Donc, soit on atteint le zéro émission nette vers 2050 ou 2075. Donc, ça implique une réduction rapide des émissions. Et à la fin du 21e siècle, on a des réchauffements de 1 à 2 degrés, de 1,5 à un peu plus que 2 degrés Celsius suivant ces scénarios-là. Ensuite, en haut, on a les scénarios qu'on peut dire pessimistes. Donc, si les émissions doublent ou triplent d'ici la fin du siècle, et on voit que ça nous dirigerait vers un réchauffement de 3 à 5 degrés Celsius. Donc, ça aurait des effets assez catastrophiques. Et au milieu, on a le scénario intermédiaire. Donc, les émissions continuent à être à peu près stables d'ici 2050 et vont descendre ensuite. Et ça implique un réchauffement de 2 à 3 degrés Celsius.
Donc, l'ONU fait le suivi des actions, des politiques en place, des engagements aussi. Les politiques actuellement adoptées nous dirigent plus vers le scénario intermédiaire, donc un réchauffement de 2 à 3 degrés Celsius environ. Donc, on n'est pas sur la bonne voie exactement d'atteindre les cibles de l'accord de Paris. Pas les scénarios pessimistes non plus, heureusement, mais il y a du travail à faire dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que ces trajectoires potentielles pourraient causer comme changement à Montréal? Je vais vous présenter les résultats qui sont disponibles sur notre site web du portail Portrait climatique. Vous pouvez aller sur le site web, regarder différentes régions, différents indices climatiques. Moi, je vais prendre la région Montréal-Laval, c'est la même région dans Portrait climatique. Ici, c'est un peu comme le graphique du GIEC, du rapport du GIEC que j'avais présenté. On a les observations donc aux stations météo en vert pour le climat passé. On a les simulations, donc pour le climat passé aussi en gris. Et ensuite, on a 2 trajectoires futures. Donc, en rouge, c'est un peu les scénarios plus pessimistes d'émissions plus élevées. Et en bleu, c'est plutôt le scénario intermédiaire, un peu plus optimiste. Donc, on risque de se retrouver quelque part entre les deux, peut-être plus vers le scénario en bleu, heureusement. Et je présente les moyennes des différents indices à droite dans un tableau pour le climat actuel, le milieu du siècle, donc autour de 2050, 2060, et la fin du siècle. Donc, on voit que peu importe le scénario, on projette que le réchauffement va continuer. Mais on voit bien la grosse différence entre les scénarios d'émissions très élevées et le scénario plus modéré. Donc, on pourrait se dire, ben, c'est une bonne nouvelle, il va faire plus chaud, surtout une journée comme ça où il fait particulièrement froid. Mais ça aura des impacts importants sur les écosystèmes, sur aussi les événements extrêmes que je vais présenter après. Et en particulier, un effet très clair et très négatif, en fait, de ce réchauffement-là, c'est les vagues de chaleur qui vont être arriver de plus en plus fréquemment. Donc, ici, c'est la définition de vagues de chaleur de la santé publique pour Montréal. Donc, autant des journées chaudes que des nuits chaudes, parce que la température de la nuit a une influence importante sur la température du corps. Donc, si on n'est pas capable de se refroidir la nuit, il y a des effets néfastes sur la santé. Et on voit que des vagues de chaleur extrêmes comme ça, il n'y en a presque pas, en fait, dans le climat actuel. Donc, en moyenne, une par année. Avec les émissions modérées, en fait, modérées et élevées autour de 2050, on risque d'être rendu à 3 ou 4 par année. Donc, c'est quand même une augmentation très, très importante. Et vers la fin du siècle, on voit toute l'importance de réduire les émissions parce que les émissions modérées, ça implique en moyenne 4 vagues de chaleur extrêmes par année à Montréal. Et avec les émissions élevées, c'est plutôt vers 7. Et le nombre de jours de vagues de chaleur va augmenter de beaucoup dans les 2 scénarios, mais beaucoup plus dans les émissions élevées. Avec le réchauffement vient aussi une augmentation des précipitations. Donc, sur une base annuelle, on va en avoir plus. Comme avec la chaleur, il y en aura encore plus avec les émissions plus élevées. Mais les effets les plus importants, en fait, c'est sur les extrêmes. Donc, plus de précipitations, des quantités et la fréquence de précipitations extrêmes. On l'a vu à Montréal au mois de septembre dernier. Il y avait des inondations qui vont nécessiter différents types d'adaptations. Et en hiver, les types de précipitations changent aussi. Donc, on aura plus de précipitations en hiver, mais moins de neige. Dans le scénario élevé, beaucoup moins de neige et beaucoup plus de pluie. Donc, c'est déjà observé. On a plus de pluie en hiver, qui a des effets, comme on a vécu ces dernières années, des trottoirs qui, en fait, il y a de la neige qui tombe, il y a de la pluie qui tombe, ensuite la neige fond. Ensuite, tout ça gèle après, donc ça cause des problèmes. Les cycles de gel-dégel qui augmentent en hiver, mais qui vont diminuer en fait les autres saisons. Donc ici, je présente un peu le portrait de ce que j'ai présenté en bref. Il y aura des changements dans toutes les saisons. En fait, ce n'est pas juste l'hiver ou l'été qu'on va vivre ces changements-là. Donc, il va faire plus chaud, plus de précipitations, des précipitations extrêmes et des chauds extrêmes qui vont être particulièrement importantes.
Donc, merci de votre attention, puis ça me ferait plaisir de répondre à des questions à la fin. Merci beaucoup. Bon, c'est sûr que là, on a vraiment vite besoin d'avoir des solutions derrière hein, quand on a des portraits comme ça. Ça peut être un peu anxiogène, même si certains d'entre vous connaissiez déjà peut-être un peu de ces éléments-là. Donc, on passe tout de suite à l'action avec Irène Cloutier. Je vous la présente quand même. Irène est conseillère en planification et responsable des dossiers de résilience urbaine et climatique au Bureau de la au Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Donc, depuis 2016, elle a participé au développement du plan climat 2020-2030 qui était en 2020 et de la stratégie montréalaise pour une ville résiliente en 2018. Elle coordonne le suivi et la mise en œuvre d'actions touchant à la résilience des communautés et du territoire montréalais en lien avec l'adaptation des changements climatiques, la sensibilisation des populations vulnérables et l'équité. Entre 2005 et 2016, elle a collaboré aux travaux de recherche essentiels du Centre risque et performance de Polytechnique Montréal. Elle a enseigné la résilience urbaine dans un contexte de développement durable. Elle est co-auteure d'articles sur le sujet et participe à plusieurs comités en lien avec les enjeux de résilience face aux aléas climatiques et d'équité sociale et territoriale. Elle va présenter les actions de la ville actuelle et à venir, mais a sûrement aussi plein d'autres choses à dire avec son portrait. Merci, Irène. Merci, Mélanie. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous. Donc, oui, je fais partie de l'équipe du Bureau de la transition écologique et de la résilience à la ville qui s'occupe essentiellement de lutte et d'adaptation au changement climatique et plus globalement de la résilience de la Ville de Montréal face à ces enjeux et à d'autres enjeux environnementaux, des enjeux plus globaux aussi de résilience urbaine, mais essentiellement le cœur de notre travail est vraiment là, sur l'urgence climatique. Vous avez ici donc les grands objectifs de notre plan climat, qui est la planification vraiment qui va guider notre travail sur ces enjeux-là. Donc, comme on a mentionné depuis le 20 décembre 2020, non, depuis décembre 2020, le plan climat a été présenté publiquement avec ses grands objectifs de réduire les émissions de GES en 2030 d'au moins 55 % sous le niveau de 1990, devenir carboneutre pour la Ville de Montréal d'ici 2050, augmenter notre résilience et notre capacité d'adaptation tant individuelle que collective, je dirais, et mobiliser la communauté montréalaise face à la transition écologique plus globalement. Au BTER, donc l'acronyme de notre bureau, il y a deux grandes divisions. Il y en a une troisième qui s'est ajoutée plus récemment, là, mais essentiellement, le cœur de notre travail se divise en deux équipes. L'équipe transport, énergie et bâtiment qui s'occupe vraiment de lutte et de réduction des GES et l'équipe dans laquelle je fais partie, donc mobilisation, biodiversité et résilience, qui essentiellement s'occupe d'adaptation au changement climatique. Donc, vous avez notre mission en grande ligne, s'assurer vraiment que la ville transforme ses façons de faire, augmente sa résilience face à des enjeux tels que l'adaptation au changement climatique. On accompagne les différentes unités de la ville, les services, les arrondissements dans leurs projets pour essayer de les rendre compatibles avec nos objectifs climatiques et aussi avec les parties prenantes montréalaises sur le terrain, donc la population, la société civile. Très, très rapidement, il y a 5 grands chantiers là, dans le plan climat, la mobilisation de la communauté montréalaise, tout ce qui touche à la mobilité, l'urbanisme et l'aménagement, les bâtiments, l'exemplarité de la ville, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la ville, pour justement être exemplaire face aux enjeux climatiques et des outils de gouvernance, des actions en termes de gouvernance. Environ 46 actions qui sont incluses dans ces différents chantiers-là. Je vais vous parler essentiellement de la mobilisation des communautés, de l'aménagement du territoire et des outils de gouvernance dans ce contexte-ci là, pour parler de résilience et d'adaptation face à l'urgence climatique. Donc, comme nous a présenté Christopher, c'est sensiblement les mêmes. Il y en a peut-être quelques-uns qui s'ajoutent là, dans termes d'aléas climatiques qui sont réellement considérés pour le territoire montréalais. L'augmentation des températures moyennes qui a été mentionnée. On a une image ici là, des fameux nids de poules à Montréal. Donc, c'est une des conséquences des changements brusques de température à Montréal, des périodes de gel-dégel. Les pluies abondantes, ça a été mentionné, celles qu'on a vécues en septembre dernier. On a eu d'autres dans le passé.
passé à Montréal. Vous avez une image ici, entre autres, d'un événement dont je ne me souviens pas l'année exacte, mais il y en a eu plusieurs, puis ça a commencé dès les années, fin des années 80 même. Donc, tranquillement, on voit qu'il y en a de plus en plus, ils sont encore plus importants aussi. Les dommages, les impacts sont importants dans certains quartiers, en particulier à Montréal. Les vagues de chaleur. Un de nos événements, c'est l'événement qui amène le plus de décès en lien avec les changements climatiques à Montréal. Donc, c'est vraiment une de nos priorités de faire face aux vagues de chaleur, de mieux se préparer tant à court terme qu'à long terme pour y faire face. Les tempêtes destructrices, qui incluent autant les tempêtes de vent. Vous avez un exemple ici là, d'un arbre qui est tombé récemment en raison d'une tempête de vent. Ça inclut également les tempêtes de verglas, comme on a connu il y a plus de 25 ans maintenant. Les sécheresses, on en parle beaucoup moins à Montréal, mais on a quand même des enjeux face à la sécheresse au niveau, bien sûr, de nos végétaux, mais aussi au niveau des structures des bâtiments. Donc, on voit ici une fissure là, dans un bâtiment, là, dans certains quartiers où il y a des terres plus argileuses. C'est vraiment un enjeu à Montréal pour les structures même des maisons. Et finalement, les crues printanières, comme on en a connu des majeures en 2017 et 2019 à Montréal, donc dans certains secteurs très ciblés à Montréal. Dans ce cas-ci, là, bien sûr, le secteur nord-ouest de Montréal là, qui avait été affecté pendant ces deux événements-là. Donc, on ne pourra pas parler de tout ça. Je vais y aller quand même assez rapidement, mais on va travailler pas plus particulièrement sur je vais vous parler plutôt particulièrement des mesures qu'on prend pour les vagues de chaleur les plus abondantes et les crues. Mais j'aimerais commencer par vous parler de l'analyse de vulnérabilité aux aléas climatiques qui est faite à Montréal, donc qui est une cartographie des enjeux sur le territoire montréalais qui est disponible au public, c'est en données ouvertes. C'est fait depuis 2015 dans le cadre de notre, à l'époque, le plan d'adaptation au changement climatique de l'agglomération de Montréal, avec une analyse des sensibilités qui couplait les sensibilités sociales, environnementales, physiques et territoriales. Donc, on commençait déjà à parler de populations vulnérables sur le territoire face à 5 grands aléas. Le 6e, qui est l'augmentation des températures moyennes, n'est pas couvert dans ces cartes parce qu'il est considéré comme étant sur tout le territoire à égalité. Mais pour les autres aléas, il y a des variations sur le territoire selon la sensibilité de nos infrastructures, par exemple, de nos bâtiments, comme je l'ai mentionné pour la sécheresse. La sensibilité sociale aussi, ce n'est pas toujours les mêmes populations qui sont vulnérables face à différents aléas sur le territoire. Donc, ces cartes-là existent pour guider un peu notre travail, nous, à l'interne, pour les mesures, par exemple, d'adaptation qu'on veut mettre en place. Et comme je vous dis, c'est accessible au public. Elles ont été révisées en 2022, ces cartes-là, pour être vraiment à jour, notamment avec les données de recensement pour les données sociales, avec la collaboration de l'UQAM qui fait un travail exceptionnel avec nous là-dessus. On a aussi une carte des îlots de chaleur à Montréal qui, en plus de l'analyse de vulnérabilité, qui vraiment présente l'évolution des îlots de chaleur sur le territoire. Elle aussi a été révisée cette année. Elle est déjà disponible en données publiques. Vous en avez un exemple ici. Et on travaille aussi, ça a été mentionné par Christopher, les îlots de chaleur urbains de jour et de nuit. Il y a une distinction à faire. Il y a des vulnérabilités particulières la nuit. Donc, ce serait pour la première fois qu'on aurait cette carte des îlots de chaleur de nuit à Montréal également. En termes de vagues de chaleur, il y a du travail de sensibilisation aux vagues de chaleur qui se fait en prévention maintenant depuis 2020. Donc, il y a bien sûr l'équipe de sécurité civile à la ville qui est préparée à faire face à une urgence liée à une vague de chaleur à Montréal. Ça a été le cas en 2018, à l'été 2018, où il y a eu quand même une 60aine de décès liés à une vague de chaleur à Montréal. C'est un peu moins qu'en 2010, où il y en avait une centaine, mais quand même, c'est toujours des décès de trop qu'on veut éviter. Auprès de certaines populations plus vulnérables. Donc, avec la DRSP, avec la Direction régionale de la santé publique, on travaille depuis 2020 à développer des messages clés, à cibler des secteurs plus précis où nos populations sont plus vulnérables aux vagues de chaleur pour essayer de transmettre des messages, tant de connaître les bons réflexes, les bons gestes à prendre pour se protéger soi, mais aussi protéger son entourage, son voisinage, ses proches. Penser aux personnes qui sont vulnérables, les connaître d'une part et ensuite penser à elles lors d'une vague de chaleur pour justement englober, ne pas penser uniquement en termes de résilience individuelle, mais réellement de résilience collective. Donc, penser à son voisinage, ça fait partie de ça. Donc, on a développé des messages. On accorde un mandat depuis 2020 à la patrouille verte
pour travailler ces messages-là auprès de la population dans 9 arrondissements à Montréal plus sensibles. On a également collaboré cette année, en fait, à l'été 2022 avec le SPVM dans le cadre d'une opération qui a lieu à la mi-mai jusqu'à la mi-juin, qui s'appelle « Visiter une personne aînée et isolée », où les policiers sont sur le terrain, des agents socio-communautaires sont sur le terrain pour faire du porte-à-porte, pour prévenir, dans ce cas-ci, la maltraitance chez les aînés. Mais on a fait un arrimage avec ce mandat-là, comprenant que ces populations-là sont les mêmes populations vulnérables aux vagues de chaleur. Ça nous permettait aussi de commencer ces messages-là plus tôt dans la saison. Et ça a été très opportun parce qu'en 2022, il y a eu une vague de chaleur très hâtive. Si vous vous souvenez, là, à mi-mai du printemps passé, là, ça a été une des vagues de chaleur les plus hâtives jamais connues à Montréal. Et une journée après, 24 heures après, les policiers étaient sur le terrain avec cette campagne-là qui débutait le 15 mai. Donc, c'était vraiment opportun de pouvoir faire cet arrimage-là et on a décidé de poursuivre cette collaboration cette année. Et finalement, avec le milieu communautaire, on veut collaborer, on collabore de plus en plus. L'été passé, déjà avec le regroupement des écoquartiers qui dirige la patrouille verte, c'est le milieu communautaire qui porte ces écoquartiers, mais également d'autres organismes à vocation plus sociale avec lesquels on veut collaborer pour justement faire ce relais vers la population. Ils sont un maillon important de cette communication qu'on veut faire aux citoyens, qu'on veut venir renforcer au cours des prochaines années. Je vais y aller un petit peu plus vite, je pense que je prends un peu de temps. On veut faire aussi beaucoup plus de sensibilisation, travail de sensibilisation face aux inondations et à développer des mesures d'adaptation face tant aux inondations fluviales que pluviales, donc les plus abondantes et les crues printanières. Travailler avec les arrondissements, les services centraux, notamment le service de l'eau, pour développer les mesures. Il y a plusieurs projets de parcs résilients en ce moment qui sont en développement à Montréal. Vous en avez peut-être entendu parler. Le parc Pierre-Dansereau, à la jonction de plusieurs arrondissements là, dans le campus 1000. Il y a le parc, la place Fleur des Macadam sur le plateau Mont-Royal. C'est des places résilientes, donc des places qui peuvent être inondées au besoin. Donc, retenir l'eau des pluies de façon temporaire, 24, 48 heures, 72 heures, de façon à éviter que nos réseaux d'égouts soient surchargés par les eaux de pluie. Donc, c'est des projets qu'on veut multiplier au courant des prochaines années. On a une entente avec le gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte pour venir financer de plus en plus ces projets-là d'ici 2025 avec une équipe dédiée à ces projets-là au service de l'eau que l'on appuie. On veut aussi intégrer les préoccupations de la population et les outiller face à ces risques d'inondation-là. Ça amène toutes sortes d'enjeux pour les citoyens qui sont impactés, tant par les pluies abondantes que les crues. Des enjeux économiques, bien sûr. C'est notre aléa à Montréal, au Québec et au Canada le plus coûteux, les inondations. Et donc, on doit faire face à ça en tant que municipalité, mais aussi aider nos citoyens à y faire face. C'est complexe, c'est de gros enjeux, mais on tente d'intégrer un peu plus ces préoccupations-là et trouver des façons pour outiller, appuyer les populations, les citoyens dans par exemple, les travaux qui devront être faits à court terme dans certains quartiers. Oups. Finalement, il y a la création de pôles de résilience qu'on développe de plus en plus aussi à Montréal. Il y a 5 projets pilotes en cours à Montréal, dans 5 quartiers montréalais, notamment Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel, Parc Extension et à Annecy, Quartier-Ville, Saint-Laurent. Pour favoriser, dans le fond, ces projets-là, c'est venir créer une synergie, en fait, sur les enjeux climatiques et les autres risques sur le territoire. Donc, faire le lien vers la population, c'est de la co-construction, notamment avec la population aussi, intégrer la population et le milieu communautaire dans cette communication-là qu'on veut faire et appuyer le développement des liens sociaux dans les communautés à travers différents projets, notamment de sensibilisation encore aux canicules, comme vous voyez ici, un projet qui a eu lieu l'été passé là, dans un parc à Pointe-aux-Trembles. Oups. Très rapidement, on a toutes sortes de projets en aménagement également, mais on a aussi un grand objectif là, de planter 500 000 arbres à Montréal. Donc, on parlait de sensibilisation aux vagues de chaleur. C'est du court terme en termes de prévention. Si on y va un peu plus en termes de long terme, de prévention à long terme à Montréal,
c'est le verdissement qu'on veut faire à Montréal qui est très important, mais à court terme, ça prend du temps. L'arbre doit prendre de l'ampleur, notre canopée doit prendre de l'ampleur. On a déjà atteint une certaine cible de canopée à Montréal. Là, récemment, ça a été annoncé, donc le 25 de canopée à Montréal, donc la couverture d'arbres, mais on veut augmenter cette cible-là et justement la bonifier avec cet objectif de 500 000 arbres plantés d'ici 2030 à Montréal, en priorité, bien sûr, dans les zones vulnérables, notamment aux vagues de chaleur, les îlots de chaleur urbains. Oups. Je parlais de verdissement, on parle aussi de protection des milieux naturels, de biodiversité. On a eu la COP 15, on a reçu la COP 15 à Montréal en décembre dernier. Ces enjeux-là aussi sont très importants dans le cadre du plan climat avec nos partenaires, notamment le Service des grands parcs qui est responsable de la plantation d'arbres, des verdissements des parcs à Montréal, de la protection des milieux naturels aussi. Ils ont une équipe biodiversité. Le BTR les appuie également là-dessus, notamment sur des enjeux, par exemple, d'agriculture urbaine. C'est vraiment le BTR qui est responsable de la nouvelle stratégie d'agriculture urbaine à Montréal. Donc, s'assurer que nos jardins, on en a plus, ils sont bien entretenus, ils sont accessibles à notre population. C'est tout en développement. La restauration des berges publiques aussi dans les grands parcs comme mesure de protection, notamment pour les crues aussi. Donc, c'est des projets qui sont en cours avec d'importants financements aussi qui ont été reçus, notamment du gouvernement fédéral pour la protection des berges, pour l'augmentation des aires protégées, notamment la création du Grand Parc de l'Ouest à Montréal et potentiellement un grand parc de l'Est à annoncer. Et finalement, des outils de gouvernance, c'est un peu moins parlant peut-être pour la population en général, mais c'est très important à l'interne de la ville pour nous pour s'assurer que les mesures d'adaptation, qu'il y ait des changements de comportement dans les mesures d'adaptation qui sont implantées, dans les projets, la façon que les projets sont développés à Montréal. On a imposé un test climat depuis maintenant près de 2 ans à toutes les grandes décisions, les projets de grande envergure à Montréal, dans un souci de divulgation et de transparence. Donc, vraiment, tous les projets passent à travers ce filtre, on pourrait dire, du test climat, qui est tant un volet de réduction des GES qu'un volet adaptation au changement climatique. Et nous, au BTER, on accompagne les services dans ces analyses-là pour s'assurer que les projets puissent cocher tous les critères pour être vraiment répondre aux objectifs climatiques que nous avons à court et à moyen terme. On a également un objectif de comptabiliser nos investissements en adaptation au changement climatique, ce qui est très innovant là, au niveau d'une ville. Il y a très peu de villes, sinon aucune, qui pour l'instant ont fait cet effort-là de comptabiliser ce qu'on dépense en termes d'adaptation et d'avoir des objectifs très précis pour augmenter ces dépenses-là dans l'avenir. Donc, pour l'instant, l'objectif est à 10 à 15 % du plan décennal d'immobilisation, qui est notre budget sur 10 ans là, à la ville. Donc, on vise bien sûr à promouvoir les mesures exemplaires, les mesures basées sur la nature notamment ou hybrides dans ces différents projets-là et au sein de la ville et s'assurer qu'on réponde à cet objectif-là en termes d'investissement en adaptation et qu'on l'accroît avec les années. Et une dernière mention, il y a une reddition de comptes qui se fait annuellement pour le plan climat. Elle est publique, elle est publiée sur le site de la ville avec des grands indicateurs pour suivre vraiment l'évolution et l'impact du plan climat à Montréal. C'est bien sûr, ça appuie le plan climat, le plan stratégique de la ville de Montréal qui est le plan Montréal 2030. Et donc, il y a différents indicateurs en lien avec le plan climat. Éventuellement, ils sont appelés à évoluer, mais pour l'instant, c'est ces 8 indicateurs que vous avez ici qui sont notamment la section en vert, ceux associés à l'adaptation au changement climatique et à la résilience plus globalement. C'est tout. Merci. Merci, Irène. Donc, on va avoir maintenant, comme je l'avais annoncé, Barbara Durossel qui se spécialise dans les questions relatives à la transition socio-écologique. Elle est titulaire d'une maîtrise en développement durable de l'Université HEC Montréal. Elle travaille à titre de chargée de projet sur les questions de changement systémique au TIES. Donc, Barbara s'intéresse particulièrement à l'économie circulaire, aux démarches de redirection écologique et aux multiples freins et leviers susceptibles d'accélérer la transition, puis à la résilience des individus et des collectivités.
elle réalise un projet notamment de recherche sur les meilleures pratiques dans le monde pour la mise en place des pôles de résilience communautaire pour faire face au changement climatique. Elle conseille aujourd'hui plusieurs organisations sur les manières pratiques d'implanter des stratégies de résilience communautaire pour répondre aux besoins de leurs parties prenantes. Elle va présenter plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, des exemples à l'international, puis leur applicabilité à Montréal. Donc, Barbara. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je suis ravie de vous voir ici, quand même nombreux et puis encore plus nombreux en ligne, à ce que je sais, pour parler d'un sujet qui me passionne vraiment, qui est la résilience. Alors, j'ai eu la chance de travailler un petit peu sur le projet des pôles de résilience. C'est comme ça que ça m'est venu, la piqûre. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce que nous sommes prêts? Et moi, j'ai envie de vous répondre, moi, je vais vous partager des pratiques qui nous permettraient d'être encore plus près. Et ces pratiques-là sont à l'international, mais j'ai quelques petites mentions sur Montréal et le Québec, et j'espère que dans la discussion, on va pouvoir en parler beaucoup plus. Alors, parler de la résilience en 10 minutes, c'est un peu comme un coureur qui va faire un sprint. Alors, mesdames et messieurs, chaussez vos espadrilles parce que je vous emmène et je vais aller vite. Alors, donc ça, c'est une citation d'une universitaire de Melbourne qui s'appelle Fiona Miller. Et pendant que vous la lisez, je vais vous parler d'une petite phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir pendant la pandémie. C'est « Ah, vivement le retour à la normale ». Mais en résilience, le retour à la normale, ça n'existe pas. Et ça démontre finalement un cadre de pensée très particulier. Alors, la petite diapo. J'appuie sur le point vert. Alors, quand on pense en triangle comme ça, où on est sûr qu'on est en haut de la pyramide et qu'un choc arrive et vraiment vient déstabiliser notre base, ce qu'on veut, c'est de la stabilité, de la prédictibilité, je ne sais plus comment on dit, la prévisibilité. Et puis, ce qu'on veut vraiment, c'est que les choses restent comme elles étaient avant. Okay, mais en fait, ce qu'on s'est aperçu avec la pandémie, j'espère que vous partagerez mon point de vue, c'est que personne a l'impression qu'on est les mêmes depuis la pandémie. On a tous évolué. Et ça, je vous amène dans un autre concept de la résilience, en fait, qui est la résilience, ce n'est pas un état, c'est une caractéristique des écosystèmes. Nous, on est un socio-écosystème, mais on fait partie d'un grand groupe, ici, vous voyez, plein d'écosystèmes, et tous ces écosystèmes-là, ils se parlent, ils sont dynamiques et ils s'influencent constamment. Donc, finalement, la question de la résilience, ce n'est pas tant la stabilité et le retour en arrière et à la normale. La question de la résilience, c'est surtout finalement de penser comment est-ce qu'on persiste, comment on perdure dans le temps. Et bien, ça prend qu'on soit continuellement en train de s'adapter et être flexible. Donc, pour faire ça, on se pose en général deux grandes questions. Oh, c'est bon. Le quoi? Alors, le quoi, c'est... Ouais, ben voilà, je vous ai volé le punch. Le quoi, c'est... Ça marche-tu? Voilà, on retourne au quoi, parce que c'est quand même important. Le quoi, c'est ce qu'on veut garder dans nos pratiques, dans notre culture, dans les façons de faire, les façons de produire, les façons de consommer. Et qu'est-ce qui est important pour nous de préserver? Donc, est-ce qu'on veut préserver les écosystèmes, les animaux? Regardez le beau chien. Bref, qu'est-ce que vous voulez préserver? Mais on se pose aussi la question du qui. Et la question du qui, Irène, elle en a un petit peu parlé, c'est que on n'est pas tous égaux face au changement climatique. Les changements climatiques, ils affectent des populations qu'on dit vulnérables de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus longue et quelquefois avec des répercussions beaucoup plus importantes. Donc, si par exemple, on pense à Montréal, des gens qui ne parlent ni français ni l'anglais, comment est-ce qu'ils vont être sensibilisés aux enjeux climatiques? Il y a des enjeux d'isolement, mais ça peut être des personnes qui sont sans abri, des personnes malades, des plus jeunes. Ça dépend du type de choc qu'on vit forcément. Mais je veux vous amener un petit bémol là-dessus, parce que quelquefois, moi, j'ai une maison, je suis chanceuse, je mange à ma faim, etc. Et j'ai tendance à penser que je suis peut-être moins vulnérable. Mais si on prend, par exemple, la ville de Los Angeles, il y a un nouveau concept qui est en train d'être développé à ce moment qui s'appelle le concept de shade equity, c'est-à-dire l'équité face à l'ombre. Parce que dans ces villes-là, comme Los Angeles, il y a tellement peu d'arbres qu'à moins que vous soyez une superstar, vous vivez dans un four. Et il y a un article très intéressant dans la presse ce matin qui dit que justement, les villes avec les arbres, elles permettent aux humains de mieux vivre. Alors, je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant.
Donc, en fait, quand on fait des stratégies de résilience, il faut toujours penser à inclure les populations plus vulnérables, mais aussi les inclure dans le sens où elles ont le droit de définir et elles doivent définir leur résilience. Donc, il faut absolument s'assurer qu'elles participent au projet, aux stratégies de résilience. Alors, une stratégie de résilience, je suis pas mal bonne dans mon sprint, hein. Une stratégie de résilience, c'est les pôles de résilience. C'est une façon de voir ça, mais il y en a d'autres. Il y a la résilience alimentaire, il y a plein d'autres façons. Là, je vais vous partager qu'est-ce qui a été fait dans plusieurs endroits dans le monde. Alors ça, c'est le modèle classique aux États-Unis. Alors, je vous ai mis des beaux petits icônes. Alors ça, c'est le modèle du bâtiment. Donc, aux États-Unis, il y a l'USDN qui propose une résilience à travers un bâtiment qui est connu du public. Donc, ça peut être une bibliothèque, ça peut être des églises, si elles accueillent tout le monde. C'est souvent des centres communautaires qui sont des bâtiments qui sont bien reconnus des citoyens et ils ont déjà des services qui permettent de construire leur résilience en amont. C'est ce dont tu parlais, Mélanie, c'est-à-dire la résistance au stress. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute en plus le petit plus qui sont des services supplémentaires pour être sensibilisés aux enjeux climatiques, à la justice environnementale dont je parlais tantôt. Et bien sûr, les personnes de la communauté sont invitées à co-créer le plan de résilience ensemble. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça propose une vision beaucoup plus holistique et il y a tout l'aspect de justice environnementale qui est adressé. Ces centres-là, ils sont particuliers, ces bâtiments, parce que dans un monde idéal, quand on a tous les sous qu'il faut, ils sont, en anglais, on appelle ça retrofitted, ça veut dire qu'on ajoute des panneaux solaires. Donc, s'il y a une crise, par exemple, comme la tempête de neige qu'il y a eu récemment aux États-Unis, les gens de la communauté peuvent aller dans le bâtiment et il y a de l'électricité grâce aux panneaux solaires, il y a des cuisines collectives larges, etc. Donc, c'est une façon de le faire. C'est un modèle très répandu. Par exemple, Porto Rico, la Croix-Rouge a investi pour créer des pôles de résilience dans une centaine d'écoles pour faire face au changement climatique. Donc, c'est une façon de faire. Un autre modèle qui est très intéressant, c'est celui du naine. Alors, forcément, quand on habite dans la région de San Francisco, avoir un bâtiment alors qu'il y a plein d'enjeux de risques sismiques, pas une bonne idée. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont créé un établissement d'ancrage. Donc, un établissement d'ancrage, et tout ça, ça se passe à l'échelle de la rue. Okay, c'est très différent. C'est pas la communauté, c'est de la rue. Alors, en fait, l'établissement d'ancrage, ça pourrait être le dépanneur du coin. Mais ça peut être aussi une bibliothèque ou n'importe quoi. Et c'est pas tant le bâtiment qui est important, c'est le rôle que cet organisme décide de jouer et de mobiliser tous les acteurs privés et publics. Donc, les acteurs privés et publics deviennent des membres et on organise une fête de quartier ou une fête de ruelle. Ces fêtes-là sont assez écœurantes. J'ai vu des photos, pas mal cool. Et en fait, ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on fait des exercices de simulation. Donc, qu'est-ce qui se passerait si demain, dans ma rue, il n'y avait plus d'eau? Qu'est-ce qu'on ferait si? Et en fait, du coup, les citoyens rejoignent l'exercice à travers cette espèce de moment festif et certains décident de s'impliquer et de devenir des champions. Et les champions, en fait, eux, ils deviennent des experts à connaître les gens qui sont vulnérables dans leur rue. Et quand il y a un problème d'urgence, les experts, ce sont eux en charge de la coordination de tout ça. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mandater des gens pour aller s'occuper des personnes plus vulnérables. Donc, les points forts de ça, c'est la proximité, bien sûr, mais c'est surtout la participation de tous les acteurs de la société. C'est-à-dire que les entreprises privées sont tout autant impliquées que les entreprises publiques, que la ville, que les instituts, les centres communautaires, etc. Donc ça, c'est pour ça que je vous le partageais, parce que je trouve que c'est vraiment montrer que la résilience, c'est l'affaire de tous. Alors, la boîte magique de Wellington. Alors, c'est moi qui l'ai appelée comme ça. Hein. De toute façon, c'est ma propriété privée. Mon copyright, en fait, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça un resilience kit en anglais. C'est une magnifique boîte en plastique. Alors, je vous explique. En Nouvelle-Zélande, il y a plus d'une dizaine d'années, ils ont voulu changer la perception que quand il y avait un choc, eh bien, c'était à la ville et aux services d'urgence de tout faire. Pourquoi? Parce qu'en partie, les gens qui sont à côté réagissent plus vite et qu'il faut que la façon dont ils réagissent ne gêne pas non plus les services experts. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des agents qui construisent la résilience et qui forment la population, les entreprises, les institutions publiques dans leur quartier et qui les forment à une méthodologie qui est contenue dans la boîte. Alors, ce qui se passe, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que eux, leur
façon de voir la résilience, c'est la résilience à travers connaître ses voisins. Et ça, il y a tout un programme qui est intégré. Il y a des campagnes, il y a des fêtes annuelles du voisinage. Il y a des avantages si je suis un bon voisin citoyen qui vous accueille pendant il y a un problème. Donc, j'ai des réductions pour avoir des panneaux solaires. Je peux faire des ateliers zéro déchet. Tout est intégré de façon très intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise? Eh bien, les citoyens se rendent à un bâtiment. Il y a quelqu'un qui a la clé et ils vont chercher la boîte. Le bâtiment, on s'en fiche, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a des rôles et les citoyens décident de s'auto-organiser en fonction des rôles. Alors, ce qui est très intéressant, il y a un petit peu d'équipement, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a vu par exemple dans des cas d'inondation, eh ben, la réponse est absolument intéressante, elle est rapide, elle est efficace et elle crée du capital social, donc des liens plus serrés entre la communauté. Alors, les points forts, c'est bien sûr la convivialité, l'agilité, l'auto-organisation, mais aussi le pouvoir citoyen. Un dernier modèle, parce que bon, j'arrive bientôt à la fin de ma course, c'est les volontaires de Paris. Et alors ça, c'est complètement différent. C'est un programme extrêmement centralisé et il y a à peu près 60 000 bénévoles actuellement à Paris et le chiffre augmente beaucoup. C'est un programme de bénévolat. On va sur Internet, on s'inscrit, puis on choisit à la carte, un peu comme un restaurant, les missions qu'on veut remplir dans notre quartier. Et c'est très majoritairement des missions dans notre quartier. La raison, c'est parce que ça permet de renforcer la résilience du quartier. On commence à connaître les gens, on commence à connaître mieux notre quartier. Donc, s'il se passe quelque chose, que je décide de contribuer ou pas, ben, je suis déjà équipée, j'ai déjà des liens, je sais déjà, j'ai déjà une certaine connaissance de comment réagir. Alors, les formations sont vraiment intéressantes et je voulais partager pour ça, mais c'est des formations aux premiers soins, mais les ateliers, c'est un peu les ateliers de verdissement dont parlait Irène. C'est aussi des ateliers d'accueil pour les migrants, de comment accompagner les personnes plus vulnérables quand il y a des vagues de chaleur, des choses comme ça, ou comment aider les sans-abri. Donc, ce qui est très intéressant dans ce programme-là, finalement, c'est que à travers toutes les missions que les citoyens choisissent, ça permet de mieux comprendre la justice environnementale, d'avoir plus d'empathie, d'être plus sensible à l'inclusion et donc plus efficace aussi dans son quartier. Alors, bien sûr, la résilience à Montréal, il y a plein de choses. C'est absolument génial. Je vous les ai regroupés et là, j'ai regroupé que quelques noms. Je m'excuse vraiment mes plates excuses pour pas avoir mis le nom de tout le monde. J'aurais pas eu assez d'un PowerPoint. Mais je les ai regroupés en différentes stratégies juste pour vous donner une idée. Alors, par exemple, il y a la sensibilisation au risque. Il y a eu le fameux projet des pôles de résilience qui est très intéressant, mis en place par la ville. Et il y a aussi j'ai vu des appels d'offres, j'en parlais tantôt avec Irène, pour un programme de sensibilisation via les arts, donc sensibilisation au risque climatique, comme ça a été fait à Vancouver et à Melbourne. Il y a aussi, bien sûr, la protection des écosystèmes avec les villes en transition, qui sont quand même des projets citoyens à travers le Québec. On pense à Laval, à Rimouski, à Sherbrooke, et qui, eux, vraiment sont plus low-tech et qui ramènent l'art de vivre, de bien vivre ensemble. Il y a tous les projets de sécurité alimentaire. Par exemple, il y a le collectif Récolte, mais il y a aussi... il y a aussi le réseau alimentaire de l'Est, les cyclistes solidaires qui sont arrivés pendant la pandémie, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a aussi tout ce qui est le pouvoir et le pouvoir et la justice sociale et environnementale, par exemple les paroles d'exclus, les projets du YMCA sur la justice, la sensibilisation qu'ils font aussi. Sur l'environnement. Puis, il y a l'aspect très important dont on ne parle pas souvent suffisamment, c'est l'aspect d'envisager le scénario du futur, donc avec ce que vous faites à chemin de transition, mais aussi les récits collectifs. À quoi pourrait ressembler notre futur de demain? Comment on a envie de le vivre, ce futur-là? On n'est pas toujours obligé de subir. Et là, j'arrive à la fin. Oui, je suis presque arrivée. Je voulais juste vous dire deux petites choses à ce propos. Finalement, la résilience, c'est une opportunité pour nous de repenser à comment on a envie de vivre, comme j'ai dit, et d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour passer du jeu individuel et individualiste à un nous qui va vraiment être pluriel, inclusif et plus inspirant. Donc, merci beaucoup.
Merci pour ces 3 présentations très complémentaires et intéressantes. J'avais envie de rebondir un peu là, sur la conclusion que Barbara a fait. Hein. Tu as dit aussi que la résilience, entre autres, c'était l'affaire de tous. On était tous concernés par ça. Moi, j'ai bien senti, en tout cas dans les différentes présentations, le rôle que pourraient prendre des citoyens. On a vu le rôle de la ville, notamment. On l'a senti aussi, ou des gouvernements là, qui pouvaient financer. Mais les autres acteurs, on a eu quelques petites bribes, là, mais est-ce que l'un ou l'une de vous pourrait nous éclairer sur comment vous voyez l'implication, le rôle, la contribution, les mesures qui pourraient être mises en place par autant des entreprises, des investisseurs, d'autres types d'organisations aussi, qu'on sente bien que c'est pas juste ça ne repose pas juste sur les épaules des citoyens, ça ne repose pas juste sur les épaules de la ville, qu'on est tous concernés. Oui. Je pense que ça fonctionne. Un acteur ou une partie prenante importante, un milieu important, puis Christopher le représente un peu, c'est le milieu de la recherche déjà, au niveau de la résilience, entre autres climatique, mais résilience urbaine en général. Le milieu de la recherche, entre autres à Montréal, a été très actif sur ces questions-là. On a énormément de chercheurs, énormément. On a plusieurs chercheurs quand même qui travaillent de près ou de loin sur différents enjeux, que ce soit sur, par exemple, la résilience des arbres urbains à l'UQAM avec Alain Paquette, par exemple, sur les liens sociaux à l'ENAP avec Marie-Christine Thérien, la résilience face aux inondations. Je pense à Isabelle Thomas, il y en a d'autres, à l'UDM aussi, le réseau RISC à l'UQAM également, à Concordia également. Il y a tout un institut sur l'intelligence et les smart cities, si on peut dire, et la résilience également. McGill a également ses chercheurs. Donc, il y a vraiment tout un écosystème universitaire où RANOS regroupe beaucoup de chercheurs en adaptation au changement climatique qui viennent toucher à la résilience climatique également. C'est beaucoup plus large aussi au niveau de la résilience urbaine. Donc, il y a tout ce milieu-là. Le milieu des affaires, bien sûr, a son rôle à jouer. Je pense qu'ils ont déjà, eux, à se préparer à faire face également à toutes ces conséquences-là, aux impacts des aléas climatiques aussi, leurs employés également. Donc, à travailler, entre autres, j'irais de façon plus de base là, à la continuité des affaires aussi des entreprises. Là, souvent, on mélange aussi mesures d'urgence et continuité des affaires, là, puis je n'irai pas dans les détails parce qu'on est dans des discours peut-être un peu plus nichés, mais la continuité des affaires et la résilience organisationnelle se pensent différemment là, depuis quelques années. Puis je pense que la pandémie nous a démontré justement la flexibilité qu'on doit avoir comme entrepreneur privé, comme entreprise publique également, comme employeur, face à des événements comme une pandémie comme on vient de vivre et qu'on vit encore là, avec du télétravail à grande portée comme ça. Donc, face à l'urgence climatique également, les entreprises ont le devoir de se préparer et de travailler aussi. Je pensais aussi en m'en venant ici à des exemples intéressants, par exemple, notamment de jardins communautaires en milieu privé, ce qui pourrait se faire de plus en plus, mais tranquillement se fait. On a par exemple des toits verts aussi qui qui tranquillement se développent sur le haut du Palais des Congrès, par exemple. Mais je pensais aussi à un jardin, un plus petit jardin communautaire face au siège social du Cirque du Soleil, qui est une collaboration avec un petit organisme communautaire de Saint-Michel qui vient récolter le fruit de ce jardin-là. Je trouve ça magnifique comme initiative. Ils sont magnifiquement situés là, à côté du parc Frédéric-Bach en plus, mais quand même, cette collaboration-là entre le privé et le milieu communautaire, je trouve que c'est important et ça sera important de développer ça. C'est une responsabilité du citoyen corporatif, je dirais. Là. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait répondre? Ou... Sinon, j'ai plein d'autres questions. Non, je voulais juste... C'est bon? En fait, je voulais juste bâtir sur ce que dit Irène. Il y a plein d'opportunités d'impliquer d'autres acteurs. On voit aussi comment les SUS se sont impliqués durant la pandémie dans des activités de résilience qui étaient un petit peu au-delà de leur mandat. Donc, une vision beaucoup plus large, beaucoup plus holistique de c'est quoi la santé, c'est quoi le lien avec l'environnement. Mais on voit aussi, il y a par exemple des universités qui sont en réflexion sur leur stratégie de résilience, sur comment adapter leurs bâtiments pour, s'il y a quelque chose, pour accueillir un plus grand nombre. On voit des organisations
organisations privées qui commencent à réfléchir à au-delà de juste le profit de c'est quoi leur contribution et qu'est-ce qu'elles ont à gagner en participant à des projets de résilience comme ça. Donc en Californie, par exemple, les supermarchés, on sait que dans certaines rues, le supermarché, c'est s'il y a une vague de chaleur, tout le monde peut aller dans une certaine partie du supermarché. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont assez exceptionnelles. Il y a comme cette entraide et ce savoir local qui se développe et qui ne peut être que gagnant pour une entreprise privée de toute manière. Peut-être très rapidement, on a mentionné la pandémie, mais on a vu avec la pandémie les capacités du gouvernement à changer rapidement tout, dans le fond. Donc, avec en termes de réduction de GES, il faut des changements de cette ampleur-là, de réduction des émissions, des politiques publiques qui font en sorte que les entreprises et les citoyens, citoyennes changent leurs pratiques, mais aussi pour l'adaptation, ça prend des actions à tous les niveaux. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça prend tout le monde. Parfait, merci beaucoup. J'ai plein d'autres questions, mais on va en laisser à la salle, puis en ligne aussi, il y en a déjà. Hein? Vous pouvez préparer les vôtres en attendant, là, ça s'en vient. Je vais ouvrir la période de questions avec les participants avec une question en ligne. Question pour Barbara. Est-ce que vous collaborez avec des équipes multidisciplinaires afin de pousser plus loin les réflexions autour des futurs possibles? Par exemple, l'intégration des designers dans ce genre de pratique serait un ajout important qui pourrait amener une réflexion autour des plastiques de planète centric design. Alors, je ne suis pas trop sûre d'avoir compris la fin, mais je vais broder autour. Non, pour l'instant, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais parce que ça me passionne. J'ai aussi un travail, je suis très chanceuse de aussi travailler au TIES sur les projets de transition socio-écologique. Mais tout l'aspect de résilience, c'est certain que ça doit être c'est toujours multidisciplinaire parce que c'est multiniveau. Et puis, en ce qui concerne le design du plastique, je ne saurais pas quoi répondre, sinon qu'on a plein de choses à se dire sur l'économie circulaire. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, c'est ça, on peut alterner. Ouais. Ah, oui. Oui, Justine. Oui, Francis Lapierre. Si à la question, sommes-nous prêts? Ça dépend des paliers de gouvernement. Au niveau de la Ville de Montréal, je trouve ça assez exemplaire. Il y a peut-être certaines bonifications à faire, mais en gros, c'est très bien ce qui se passe, mais c'est au niveau supérieur que ça se garde, je trouve. Pourquoi? Parce que la pensée n'est pas assez radicale, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup en termes de centralisation plutôt que décentralisation. Le meilleur exemple, c'est Hydro-Québec. On parle de centrale hydroélectrique. OK, on est très dépendant d'Hydro-Québec, puis avec les changements climatiques, puisqu'on doit décarboner, on va l'être encore plus. Plus que ça, ensuite, il va y avoir les tempêtes, les aléas climatiques qu'on a parlé durant les présentations. Donc, ça aussi, ça va faire en sorte qu'il va y avoir de plus en plus de coupures de courant, de plus en plus fréquentes. Puis ensuite, on est une société vieillissante. Donc, à ce moment-là, il va y avoir ça va prendre de plus en plus de temps pour réparer les conséquences des intempéries. Donc, à ce moment-là, on n'est vraiment pas prêt parce qu'on pense trop de façon centralisée. Il faudrait décentraliser. Donc, la géothermie, les panneaux solaires, les éoliennes de toit, plein de choses pourraient être décentralisées si on investit dans des centrales supplémentaires ou même des champs d'éoliennes. Ça ne fera pas l'affaire parce que le courant ne se rendra pas. Donc, oui, OK. Donc, face à ça, c'est quoi votre vision là-dessus? Vous amenez des points très importants, tout à fait. Puis, je pense à mon expérience passée à travailler sur les infrastructures essentielles et la résilience des infrastructures essentielles, l'infrastructure électrique, tout ce qui nous permet l'électrification de notre société et ça va s'accroître, vous l'avez bien dit, au cours des prochaines années, ça va accroître aussi notre dépendance à l'électricité. Avec vous, je suis tout à fait d'accord, c'est un enjeu majeur à regarder
j'allais dire à moyen terme, mais même à court terme. Il faut réellement y penser. C'est sûr que la Ville, les autres paliers de gouvernement, vous l'avez bien dit, notamment le gouvernement provincial, dans ce cas-ci, a la responsabilité de nous y préparer et de prévenir les impacts que ça pourrait avoir. C'est sûr qu'Hydro-Québec, et on a participé d'ailleurs à une analyse qui est encore en cours sur justement les impacts d'une prochaine crise du verglas, par exemple, à Montréal. Est-ce qu'on serait prêt à y faire face? Comment, entre autres, à notre niveau, au niveau des infrastructures et des bâtiments de la ville, surtout les bâtiments essentiels, les infrastructures essentielles, est-ce qu'on serait prêt à y faire face? Donc, on participe à ces conversations-là, on approfondit nos connaissances pour essayer justement de prévenir ces impacts-là. Je sais qu'Hydro-Québec a fait beaucoup de chemin depuis 25 ans aussi pour solidifier son réseau face à ça. Et donc, j'ai confiance qu'on y travaille et qu'on va arriver quand même à s'y prémunir. Mais on ne peut pas se prémunir contre tout. Puis je pense que c'est là que le citoyen également a son rôle à jouer, d'être prêt. Puis je pense que c'est Barbara qui l'a mentionné. Dans une situation d'urgence, là, les gouvernements vont vous dire, vous avez 72 heures où vous devez, comme citoyen, être prêt à faire face à toute éventualité. Avoir de la nourriture accessible, facilement, qu'on peut manger sans four, sans électricité, avoir accès d'eau, avoir des piles pour notre lampe de poche, une radio, même à manivelle ou à pile, ça existe de moins en moins. On est tous dépendants, là, mais on a comme citoyens à se préparer face à ça. C'est extrêmement difficile à faire passer comme message, mais il va falloir trouver des nouvelles façons de communiquer ces informations-là aux citoyens parce que dans une situation d'urgence, les mesures d'urgence doivent répondre aux besoins des plus vulnérables en premier. Et donc, le commun des mortels, le grand public doit être capable de faire face à une urgence de courte durée, peu importe la saison, peu importe le moment. J'ajouterais rapidement que Hydro-Québec a présenté leur plan d'adaptation au changement climatique très récemment, sur lequel Ouranos a contribué. Puis c'est très intéressant, c'est très large. Ça va des changements des aléas climatiques jusqu'aux choses très précises comme la migration du pic-bois, comment ça va affecter les poteaux d'hydro. Donc, c'est un document intéressant à regarder à ce niveau-là. Et moi, j'ai envie de rajouter quelque chose complètement, pas hors champ, mais j'ai envie aussi de questionner notre mode de vie et notre besoin d'utiliser l'électricité pour tout et un peu n'importe quoi. Est-ce qu'on a la capacité en tant que communauté de commencer à réfléchir à utiliser peut-être quelquefois des techniques un peu low-tech, mais surtout de réfléchir à est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'énergie, chacun de nous, pour nos guirlandes de Noël dehors, pour plein de choses. Donc, malheureusement, et peut-être heureusement, on va devoir se poser la question sur qu'est-ce que nous, on est prêt à faire pour réduire notre surconsommation d'énergie. Oui, donc une autre question? Oui. Ça va être la dernière, en fait, parce qu'il est déjà passé 1 heure. Dernière, mais on pourrait rester dans la salle si vous avez d'autres questions. Bonjour, Luc Parent. Moi, ma question, c'est plutôt, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui vous fait espérer. Parce que moi, je suis plutôt, peut-être pas désespéré, mais pessimiste ou peut-être même réaliste. C'est concernant les changements climatiques. L'information que j'ai, et je vais être court dans mon introduction, l'information que j'ai, c'est que si on est vraiment sérieux, c'est qu'il ne faudrait plus voyager. C'est qu'il faudrait, puis pour le restant de notre jour, c'est fini l'avion. C'est fini les longs déplacements en auto. On vit localement. On ne mange plus de viande. Ce n'est pas des demi-mesures, c'est ce qu'il faudrait faire si on est sérieux pour diminuer ce qui génère les gaz à effet de serre. Notre consommation devrait être locale. Les technologies, nous savons bien les nouvelles technologies, mais il y a un coût. Il y a un coût environnemental à ça. Il faudrait se débarrasser de ça aussi. Il faudrait aller, comme vous dites, vers les technologies appropriées. Puis, c'est à l'évidence, l'expérience de la pandémie, c'est que là, on voyage comme on n'a jamais voyagé, on reconsomme, on s'endette comme on n'a jamais fait. On a cette information-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, puis allègrement, on ne le fait pas. C'est ça qui me fait désespérer. De votre côté, vous,
qui êtes dans le milieu au quotidien, qu'est-ce qui vous fait espérer qu'on va rompre avec cette tendance-là? Voilà ma question. En fait, c'est vrai qu'on peut se laisser submerger par l'éco-anxiété. J'ai tendance à croire que c'est important d'être connecté avec ce sentiment-là comme motivateur, mais que se laisser submerger, c'est un peu un luxe des gens comme nous qui vivent dans des sociétés industrialisées quand même assez affluentes. Donc, je vous dirais que qu'est-ce qui me motive? Plein de choses en fait finalement. D'abord de voir plein de gens qui s'organisent et qui changent. Je veux dire ce que fait la ville, le travail de Chris, mais plein d'autres personnes. Je vois de plus en plus d'arrimages. Le changement, c'est long. Comme je disais tout à l'heure, la ville à Wellington, ça a pris 10 ans pour changer la mentalité des citoyens avec des résultats exceptionnels. Nous, on est rendu à mettre en place les choses tous ensemble pour faire ces changements-là, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de résilience communautaire, on parle de nouvelles façons de collaborer ensemble. Et puis, je suis très contente qu'il y ait des gens qui voyagent plus, mais la pandémie, moi, mon expérience a été un peu différente peut-être de ce que je vois et du retour de pandémie. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont très déterminés à pas se laisser abattre et à s'organiser et à coopérer ensemble. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est certainement la meilleure chose pour commencer. C'est une question difficile à répondre. Je vous dirais, moi, je ne viens pas du milieu ni de la lutte, ni de l'adaptation au changement climatique. Je viens du milieu, à la base, de la résilience urbaine. Donc, le regard que j'avais avant d'intégrer cette équipe-là à la ville, c'était vraiment un regard sur la résilience globale de Montréal, les enjeux. Il y a d'autres risques également sur le territoire. Il y a des enjeux sociaux, économiques, tout ça important. C'est de croire en notre capacité à faire face à tout ça, à se réinventer jusqu'à une certaine point. Quand on parle de résilience, on l'a peut-être évoqué, mais c'est justement, c'est pas de faire les mêmes erreurs que dans le passé, c'est d'avancer en apprenant et avoir cette capacité de se réinventer comme société. Et moi, j'y crois. J'ai peut-être des lunettes roses, mais j'y crois qu'on est capable. On a passé à travers énormément de choses. Je pense qu'on a une jeunesse qui nous pousse aussi à agir. Et c'est très bien comme ça. Je pense qu'on a besoin de se faire brasser la cage et on se la fait brasser. Donc, tranquillement, les choses avancent. Peut-être pas toujours assez vite, mais il y a des choses en profondeur qui changent. Je pense que d'avoir cette conversation-là, justement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait peut-être eu il y a 10 ans. Il y a des gens en ligne aussi, tout ça. Je pense que tranquillement, les comportements changent, la sensibilité change face à ces enjeux-là environnementaux. Je dirais d'un point de vue de scientifique, Ouranos existe depuis plus de 20 ans maintenant. Moi, je suis arrivé assez récemment, mais mes collègues qui sont là depuis le début savent que notre confiance dans les projections climatiques s'est améliorée depuis 20 ans, mais les messages à la fin de la journée n'ont pas vraiment changé. Donc ça peut être un peu désespérant. C'est un peu triste de constater que ça fait si longtemps qu'on martèle le même message. Mais en même temps, je pense qu'on a vu vraiment l'évolution, surtout les dernières années. On ne remet plus ou à peu près en question le fait que les changements climatiques sont vrais et que sont causés par les humains. Donc ça, c'est assez récent, en fait, qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, au moins, la base est là. Puis, on voit l'action de plus en plus d'entreprises, d'individus, des gouvernements agissent et ça s'accélère vraiment. Donc, on a quand même l'espoir grâce à ça. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions, après, vous pourrez les poser directement peut-être aux panélistes. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion là, pour terminer ou vous avez déjà répondu à ça? Moi, je voulais juste répondre à monsieur. Il y a une citation de Prévert qui dit « Tout est perdu sauf le bonheur ». Et j'ai envie de vous dire, tombez dans l'action et vous verrez que vous y croirez peut-être un petit peu plus. Un beau mot de finale. Mais merci beaucoup d'avoir organisé déjà ce bel événement. Hein. Il y a plusieurs personnes derrière tout ça. Merci de vous être déplacés. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important, moi en tout cas d'un point de vue professionnel comme personnel, comme citoyenne montréalaise.
Je trouvais ça enrichissant de vous entendre et de découvrir toutes des pratiques innovantes qu'on pourrait mettre en place. Nous, de notre côté, à Chemin de transition, on va vous proposer dans quelques mois là, une trajectoire sur 20 ans pour vraiment réinventer un peu nos modes d'habiter de façon plus sobre et résiliente dans une perspective québécoise, mais déjà, il y a des discussions et des travaux qui se font pour travailler à l'échelle de quartiers ou de régions, notamment à Montréal. Donc, à suivre, si vous avez des questions là-dessus, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Mais merci encore beaucoup. C'est un sujet passionnant et important, cette résilience. Donc, belle initiative, cet événement. Bonne fin de journée.